Salut les mélomanes. Aujourd'hui, nous allons parler festoche, dont un qui me tient beaucoup à cœur, et qui est l'un des plus gros festivals français et dont l'ambiance est tout simplement génialissime. Je veux parler du Hellfest. Une petite présentation s'impose quand même. Le Hellfest ou encore le Hellfest Summer Open Air est un festoche de musique orienté metal, heavy metal, hard rock, punk rock, metal alternatif et j'en passe encore. Il se déroule toujours entre le 20 et le 23 juin dans la ville de Clisson, en Loire-Atlantique. Le créateur et organisateur de ce festival n'est autre que Ben, qui est aussi à l'origine du Furyfest. Le Hellfest n'est autre que le successeur du Furyfest, qui se tenait de 2003 jusqu'à 2005 au Parc des Expos du Mans. Mais fut interrompu par un manque de financement et de matériel. Il déposa le bilan en 2005. Ce n'est qu'en 2006 que le Hellfest prit la suite. C'est au fil des années que le festival connaît une hausse de sa fréquentation, passant de 22 000 entrées à 152 000 en 2015. Au programme du festival, on peut trouver toutes sortes de courants de métal, du pagan metal en passant par du death metal, du doom metal ou encore du black metal. Le Hellfest est constitué de 2 scènes principales, axées plus sur des groupes hard rock, heavy metal et metal alternatif, et de 4 autres scènes où les festivaliers peuvent trouver un style plus centré sur du black metal, death metal, punk hardcore, doom metal et stoner rock. C'est grâce à ce méli-mélo de courants musicaux que le festival assure la venue de groupes tout aussi différents les uns des autres. En effet, on a pu voir à travers ces années du Sum 41, en passant par du Ultra Vomit, puis du Marilyn Manson, du Kiss, du Deep Purple, du ZZ Top ou Black Sabbath, Scorpion, Whitesnake, Amon Amarth, et plus spécialisés dans leur genre, Slayer ou encore Cannibal Corpse, bref, de tout. Le Festival de l'Enfer a été élu 3 fois meilleur grand festival, meilleur camping et meilleure ambiance. Tiens, parlons de l'ambiance. Je n'y suis allée que 2 fois, mais je m'en souviens encore. La journée avec les festivaliers qui déambulent sous le soleil brûlant, cherchant à boire et surtout de l'ombre, ou qui trouvent refuge dans un des nombreux brumisateurs géants, bière à la main, profitant de la fraîcheur que cela leur procure, avec en fond une musique intense qui donne des frissons en se disant « ce titre, je le kiffe ». Et là, tu souris, juste parce que tu es là, avec tes potes, et que malgré la chaleur, tu es le plus ou la plus heureuse. Puis la nuit arrive, toujours la musique en fond, où tu continues à entendre des voix gutturales, saturées par un son de guitare, de double pédale et de basse. Tu as moins chaud, nettement. Corne au ceinturon, tu retournes au festoche, après avoir fait un tour à ta tante Quechua, parce que oui, des tantes Quechua, il y en a à perte de vue. On croirait limite que l'on assiste à une migration de tantes Quechua si elles étaient vivantes. Puis là, une toute autre ambiance s'installe. Panache de fumée et de flammes crachées par les bars, lumières aveuglantes sur les scènes, spectacle de feu et de flammes. Bah oui, on est quand même au Hellfest. Et si c'est pas ici qu'il y a du feu, alors il n'y en aura nulle part ailleurs. J'ai pu assister au 10e anniversaire du festoche en 2015 avec un magnifique feu d'artifice. C'était magique. Et quand j'y suis retournée l'année dernière, j'étais pas déçue non plus. Le plus marrant, c'est que ça ramène beaucoup de curieux, surtout les week-ends. Tu vois plein de bonhommes et de nanas habillés en noir, tatouages, cheveux colorés, barbe et cheveux longs. Et au milieu de tout ça, une petite famille avec femmes et enfants, jetant un œil autour d'eux, l'air amusé. C'est marrant. Bon, après cette parenthèse, on peut revenir à l'histoire du Hellfest. Et si on commençait par le tout début ? Allez, c'est parti. En 2000, une association est créée sous le nom de CLS Crew, à Clisson, ben oui. Ils commencent par organiser de petits concerts, hard rock et punk, et réussissent par ameuter des groupes tels que Archangel ou Poison the Well. De petits succès en petits succès, et finissent par lancer leur tout premier festival en juin 2002, sous le nom de Furyfest. Au total, 400 personnes sont réunies dans le complexe sportif du Val-de-Moine. En 2003, le festoche passe à 7000 personnes et se produit sur 2 jours. La salle de Clisson ne suffit plus, faute de disponibilité, et le Furyfest déménage à la halle de la Trocardière. Entre autres, toute la logistique du festival est remaniée, et de là, une nouvelle association née, nommée Maninfest, qui se charge de l'organisation.
Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de cette année-là que Benjamin Barbeau, créateur et organisateur du Furifest et futur Hellfest à ce moment-là, devient salarié du festival. L'année suivante, le Furifest se produit dans les halles du circuit des 24 heures du Mans, où 21 000 personnes se retrouvent à balancer la tête sur du Slipknot et du Soulfly. 2005 marque l'année du début de la fin pour le Furifest. Malgré les 30 000 entrées enregistrées en 3 jours, et les problèmes financiers s'aggravent et 600 000 € de recettes disparaissent avec les promoteurs. C'est pas joli, hein. Un nouvel espoir. Cela n'empêche pas l'essor d'un nouveau projet. Benjamin Barbeau et Johan Lenevé ne lâchent pas l'affaire et décident de créer un nouveau festival dans l'esprit des vieilles charrues, en évitant de parler de hard rock pour ne pas effrayer la municipalité. C'est décidé, le festival aura lieu à Clisson en plein air sur 3 jours au mois de juin, comme à l'accoutumée, et baptisé Hellfest. Il accueille 22 000 personnes au total, ainsi que de grands groupes comme Motörhead, Apocalyptica et Dead Kennedys. Malgré le déficit, une nouvelle édition se tient l'année suivante. Ce n'est qu'en 3 petites années seulement que le Hellfest passe de festival régional au stade de festival national. En 2007, il enregistre pas moins de 40 000 entrées malgré le déficit de la première édition. Puis l'édition 2008 arrive, et là, beaucoup de choses sont modifiées. Déjà, le changement de site qui permet d'accueillir 5 000 festivaliers en plus que les 2 autres années précédentes. Rajoutons à cela que désormais, le festival signe des conventions de partenariat pluriannuelles. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets la définition dans la vidéo. Grâce à l'essor et l'importance que prend le festival, une nette amélioration se fait sentir entre les collectivités locales et celui-ci. En 2009, 60 000 entrées sont enregistrées avec Marilyn Manson en tête d'affiche. Puis, on passe à 70 000 entrées en 2010 avec une notoriété bien ancrée et qui n'est plus à prouver. Mais bien entendu, qui dit notoriété, dit aussi critique. C'est le revers de la médaille, et c'est à partir de cette année-là d'ailleurs que le festival fut qualifié de satanique et de culture de la mort. Et ben oui. En conséquence, certains groupes comme Take, Anal Cunt ou encore Satanic Warmaster sont retirés des éditions suivantes. Mais c'est sans compter sur des soutiens politiques tels que celui de Frédéric Mitterrand et de Patrick Roy, qui contribuèrent à atténuer les attaques provenant de divers partis politiques ou encore religieux. À partir de l'année 2010, le Festoche a mis en place un accueil pour les personnes à mobilité réduite, avec un personnel bénévole spécialisé. Si ça, c'est pas de la solidarité. En 2011, Patrick Roy décède d'un cancer du pancréas. Et c'est cette même année d'ailleurs que le Hellfest lui rend un magnifique hommage par un feu d'artifice sur la musique du célèbre groupe australien AC/DC, For Those About to Walk We Salute You. Et petite anecdote sur Patrick Roy, il avait d'ailleurs joué avec Mass Hysteria sur scène lors d'une autre édition du festival. Ce gars était vraiment un fanat de métal. Toujours en 2011, on peut retrouver en tête d'affiche Rob Zombie, Ozzy Osbourne ou encore Scorpion. Et c'est pas moins de 75 000 personnes qui assistent à cette édition. C'est d'ailleurs aussi cette année-là que le Hellfest change de site. Et bah oui, il passe de 14 hectares à 21 hectares l'année suivante, ce qui a pour conséquence l'augmentation du nombre de festivaliers, passant de 25 000 à 35 000. C'est pas rien. Et en conséquence, le nombre de scènes augmente aussi. On passe de 4 à 6 pour être exact. L'édition 2012 passe la barre des 100 000 entrées, avec comme comité d'accueil les groupes Motley Crue, Lynyrd Skynyrd, Guns N' Roses. En 2013, l'édition suivante, les ZZ Top et Kiss amènent un nouveau public au festival. Et le Hellfest commence d'ailleurs à subir de la concurrence, avec le Sonisphere Festival, parlons-en, qui est aussi un festoche itinérant, mélangeant du rock et du métal, et qui se passe entre le mois de juin jusqu'à peu près le mois d'août. L'année suivante, on peut retrouver des groupes tels que Iron Maiden, Aerosmith, Deep Purple, qui amènent pas moins de 150 000 entrées au total. Le festoche se positionne donc à la 3e place, juste après les Solidays. L'annulation due au Covid-19. Et comme on le sait tous, les festivals ont été annulés cette année. Et bien sûr, le Hellfest n'y a pas échappé. En conséquence, certains concerts comme ceux des groupes nantais Ultra Vomit, Stinky et Regarde les hommes tombés jouent en direct au carré VIP du site du festival et leur production sera diffusée à la télé ainsi que sur le web. Le lendemain, ce sera au tour de Arte Concerts de diffuser 45 concerts enregistrés entre les éditions de 2012 à 2019. Et l'organisation dans tout ça, parce que ce genre de festival, ça demande une sacrée logistique, eh bien on en parle. L'association emploie 13 personnes à l'année. À cela, on rajoute qu'il y a 3000 bénévoles pendant tout le déroulé du festival.
L'asso est dirigé par le créateur et organisateur du Hellfest, vous l'avez compris, Benjamin Barbeau. En 2013, le Hellfest possède un budget annuel d'environ 8 millions d'euros, dont 66% de la recette est constituée de la vente des billets, 16% des bars et le reste de recettes commerciales ou encore de sponsoring. Et les dépenses, où est-ce qu'elles vont les dépenses ? Eh bien, comme exemple, je peux vous parler de l'édition de 2014, qui a dépensé près de 4,5 millions d'euros dans l'enveloppe artistique. Ça représente la première dépense du festoche. Précisons aussi que cette enveloppe est la plus élevée des festivals français. Puis le reste, soit environ les 2/3, va dans la technique, le matériel et le reste de l'organisation. Le budget 2016 a représenté le double des européennes, avec 16 millions d'euros. L'année suivante, celui-ci a augmenté de 4 millions d'euros, dont 12 millions d'euros provenant de la billetterie et 7 millions d'euros qui ont été investis dans la programmation. Comme je l'ai dit précédemment, 2012 marque l'année du changement de site du festival, avec une capacité d'accueil de groupes et de festivaliers plus importante. 6 scènes sont alors dédiées à un style de musique différent. Chacune fonctionne en alternance. Un exemple, pendant que 3 scènes accueillent des concerts, les 3 autres procèdent aux balances et à l'installation de la scène selon le groupe à venir. Un exemple avec Rammstein pendant l'édition de 2016. En effet, le personnel a dû installer l'équivalent de 17 semi-remorques de matériel, transformant les 2 main stage en la plus grande scène d'Europe. Oui, véridique. Tenez, en parlant de main stage, il y en a 2 au total, qui sont comme toutes les autres en plein air. Elles accueillent des groupes plus grand public. La première est ouverte au style heavy metal et la seconde plus orientée metal alternatif. Depuis 2015, 2 autres scènes ont vu le jour. Elles sont séparées sous 2 chapiteaux et ces 2 scènes lituaniennes accueillent des styles plus extrêmes. La première nommée The Temple est plus axée black metal où on peut y voir s'y produire des groupes comme Godsseed ou Cradle of Filth et la seconde nommée The Altar est quant à elle plus centrée death metal où des groupes tels que Opeth ou encore Morbid Angel s'y sont produits. Et n'oublions pas bien sûr The Valley, qui est une autre scène plus branchée doom metal et stoner. On a pu y voir des groupes tels que Electric Wizard ou encore Clutch, une petite découverte que j'ai faite l'année dernière et je regrette vraiment pas. Enfin, parlons de The Warzone, consacré plus au punk hardcore, où on y voit se produire des groupes comme NoFX ou encore Bad Religion. Rajoutons que depuis l'édition 2016, les festivaliers ont découvert une scène plus spacieuse, une zone mieux agencée et qui peut accueillir plus de monde. Devant la Warzone, on peut admirer une statue en hommage à Lemmy Kilmister, le bassiste, chanteur et parolier principal du groupe de heavy metal Motorhead, mort le 28 décembre 2015, paix à son âme. Cette statue fut inaugurée le 18 juin 2016 par Ben Barbeau et Phil Campbell, le guitariste du groupe de 1983 à 2015. Au total, le Hellfest comptabilise 8 scènes, dont la dernière nommée Culte permet d'accueillir depuis 2017 The Voice of Hell, qui est une parodie de l'émission de The Voice où des nouveaux talents peuvent s'y produire. Tiens, connaissez-vous le jeu de lutte du Brutal Caddie ? C'est aussi une découverte pour moi, je dois l'avouer. Chaque caddie est poussé par un participant et le but étant de renverser le caddie de son adversaire. Bon, franchement, si vous y avez déjà participé, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Faites part de votre expérience, ça peut être marrant. Les portées et retombées économiques du festival. On va parler d'un sujet un peu plus sérieux. Clisson, pendant la durée du festival, accueille 10 fois sa population. Donc c'est environ 45 000 festivaliers par jour, maximum, avec un total de 150 000 festivaliers. Le festival s'étend sur 14 hectares, dont 5 sont dédiés à l'accueil du public, 21 sont réservés au camping et 22 au parking. Ça en fait des hectares quand même. Hein. La SNCF, quant à elle, augmente sa fréquence du nombre de trains s'arrêtant à la gare de Clisson. On passe de 35 à 42 sur toute la durée du festival. D'ailleurs, une enquête en 2009 révèle que l'impact économique du festival se chiffre à 3,6 millions d'euros, avec une dépense de 60 € environ par festivalier. Les hôtels aux alentours, qui ont eux une capacité de 2200 lits, sont complets sur les 4 jours du festival. Les répercussions économiques se font sentir à environ 30 km autour de Clisson. Plusieurs associations locales créent pour l'occasion des campings éphémères dans un rayon de 5 km à la ronde et mettent en place un réseau de navettes vers le festival. En exemple, on a l'Angel Camp qui fit son apparition à Sainte-Lumine de Clisson
ou encore le David Camp à Saint-Hilaire-de-Clisson. Parlons boisson, avec un autre mets phare du Hellfest, la bière, dont 140 000 litres fut écoulé pendant l'édition de 2013, et le muscadet avec 10 000 litres écoulés aussi la même année, tranquille. Bref, ces deux boissons connaissent une consommation plus intense pendant la durée du festoche. Parlons sociologie maintenant, un sujet aussi sérieux que le précédent. Une étude de Christophe Guibert de l'Université d'Angers a eu lieu en 2011. Elle portait en fait sur le profil des festivaliers. Et il s'est révélé pas mal de choses. Déjà que 81% du public était constitué d'hommes, avec une moyenne d'âge de 26 ans, qu'un festivalier sur 3 a plus de 30 ans, et seulement 7% plus de 41 ans. Bon, je vous avoue, cette étude date de 2011, les chiffres ont dû bouger depuis. Ensuite, cette étude a porté sur les catégories professionnelles, ou plutôt socio-professionnelles. Les cadres ou encore les professions libérales sont surreprésentées. Rajoutons ceux qui sont titulaires d'un bac ou d'un diplôme supérieur, et les chômeurs ne représentent que 6% des festivaliers. 50% des festivaliers viennent du Grand Ouest, 20% de la région parisienne et enfin 30% du reste de l'Hexagone. Parlons aussi des nationalités qui fréquentent le Hellfest. Ils représentent environ 30% des festivaliers et proviennent principalement du Royaume-Uni, de l'Espagne et du Portugal. Et en termes de fréquentation, bah oui, c'est quand même important de savoir. Déjà, l'édition de 2013 hisse le Hellfest à la seconde place des festivals de métal en Europe, ainsi qu'au 3e rang des festoches de musique français, après Les Vieilles Charrues et Solidays. 2014 marque l'année où le Hellfest affiche complet, et cela va rester ainsi pour les éditions suivantes. Pour info, à la dernière édition, 55 000 passes 3 jours se sont vendus, écoutez bien, en seulement 1h30. Contre l'année précédente où le même nombre de passes fut vendu, mais cette fois-ci en 36 heures. Vous la sentez là la différence quand même, hein? Et si on causait impact culturel et médiatique maintenant? Parce que oui, pensez bien qu'un festival de cette envergure, forcément, il y a un impact culturel et il y a une grosse couverture médiatique. Par exemple, en 2013, la couverture médiatique du festoche est certifiée par 650 journalistes qui représentent pas moins de 360 médias au total. C'est énorme, mine de rien. D'ailleurs, le festival a été et est encore aujourd'hui un lieu de tournage de plusieurs films et documentaires. Le plus connu est Le Métal expliqué à ma mère, réalisé pendant l'édition 2011, qui a été diffusé sur France 4 et animé par Thomas VDB. Mais si vous le connaissez, je vous mets une petite photo, histoire que de vous rafraîchir un petit peu la mémoire. C'est un comédien et humoriste français, d'ailleurs il pourrait être l'objet d'une de mes prochaines vidéos, tiens. Bon, revenons au Hellfest. L'édition 2012 fut aussi le théâtre du tournage du film Pop Redemption, co-scénarisé par Alexandre Astier. Je vous mets la vidéo en description car j'ai fait une vidéo sur ce cher monsieur Astier, où les Dead Maccabees jouent sur scène après Guns N' Roses devant 2000 personnes. Qui dit médias dit aussi réseaux sociaux. Le festoche comptabilise pas moins de 502 931 abonnés sur Facebook, 72 600 followers sur Twitter. Il faut savoir une chose, c'est que ce festival, il est considéré comme tout bon métalleux ou métalleuse, comme un rite de passage, sachez-le. On va vraiment parler de littérature là. Eh ben ouais, la littérature avec le prix Hellfest Inferno, rien que ça, qui ont eu lieu cette année du 6 janvier au 6 mars 2020 en collaboration avec les éditions Bragelonne. Chaque année environ, 6 ouvrages sont sélectionnés et la communauté des métalleux et métalleuses élise l'ouvrage qui correspond le plus à l'esprit métal. Vous avez pas remarqué un truc? 6 janvier, 6 mars, 6 ouvrages sont sélectionnés. Alors vous avez deviné? Ben oui, le chiffre 666. Oh, comme c'est bizarre. Cette année, les ouvrages sélectionnés sont Les Ombres du Roi Squelette de Serge Brussolo, Le Serment de l'Orage de Gabriel Katz, Aurora de Kim Stanley Robinson, Les Enfants de Dara de Terry Goodkind, Les Carnets de Lovecraft, tiens, Lovecraft, c'est pas un hasard, non? De Dagon, et enfin Wild, tome 1, La mort ou la gloire de Nicolas Ames. Et le grand gagnant est Wild, tome 1, La mort ou la gloire de Nicolas Ames. Eh non, c'est pas une surprise. The Voice of Hell. Je vous ai parlé vers le milieu de ma vidéo de The Voice of Hell, qui non seulement parodie l'émission de The Voice, mais est aussi un tremplin pour les nouveaux talents. Eh bien, parlons-en un peu plus.
Le gagnant ou la gagnante peut effectivement remporter soit un contrat avec un label, comme le groupe marseillais Acode qui a remporté un contrat pendant l'édition 2016 avec le label Jive Epic, ou encore de l'édition 2019 où cette fois, c'est le groupe des Fallen Lilies qui ont eu le privilège de jouer sur la main stage le vendredi 21 juin. Parlons aussi du groupe Chaptan qui ont gagné le droit de se produire sur la scène off du Helltruck. Le jury est composé de 1600 membres du Hellfest Culte qui élisent via une plateforme du web les finalistes. Les groupes sélectionnés auront le privilège de se produire au Ferrailleur pendant la soirée de clôture du Warm Up Tour, un petit bout du Hellfest près de chez toi, en gros une tournée à travers la France, la Suisse et même au pays du soleil levant. Soyons sport. À partir de 2016, le Hellfest devient le sponsor de 2 sports, dont l'un est le sport international, le foot, mes chers mélomanes. Et oui, avec l'étoile de Clisson pendant 3 ans. Du coup, on pouvait trouver le logo du festival sur les maillots des joueurs, et même encore aujourd'hui. Le deuxième sport, c'est le hockey sur glace, où l'équipe des Corsaires de Nantes ont eux aussi porté leur maillot avec le logo du festoche. Petite anecdote, lors de leur match contre les Bisons de Neuilly-sur-Marne, on a pu entendre une bande-son 100% métal. Il devait y avoir une ambiance de fou. Encore aujourd'hui, le Hellfest reste le partenaire majeur de l'équipe des Corsaires de Nantes. N'oublions pas qu'aux éditions de 2015 et 2016, on a pu y voir un skatepark, le Cross da Cruz, et finissons avec le basket où le Hellfest fut une nouvelle fois partenaire de l'équipe des seniors féminins de Clisson. Et encore une fois, on pouvait y voir le magnifique logo du festival. Et on arrive, mes petits mélomanes, à la fin de cette vidéo, mais attendez avant de filer. Déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si votre âme de mélomane vous en dit, de mettre un commentaire. Un petit mot pour finir, eh bien c'est un festival pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et je suis contente d'y être allée, car j'y ai passé vraiment de super moments. Et j'ai découvert une musique sur laquelle, oui, j'avais beaucoup d'a priori, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas me passer de métal, ni même de cette ambiance si particulière que seul le Hellfest sait faire, il faut le dire. Vous trouverez en description toutes les sources, et moi je vous dis à très bientôt les mélomanes.